Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation et qui sait de leur futur métier. On se retrouve aujourd'hui chez Boulanger en partenariat avec Club Commerce pour une nouvelle visite virtuelle et je vais vous faire découvrir 3 nouveaux métiers. Vous me suivez ? On va tout de suite débuter cette nouvelle visite en retrouvant Quentin. Ça va, Quentin ? Ça va super, et toi, Anaïs ? Génial, merci beaucoup. Donc toi, tu es directeur data. Tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Exactement. Donc moi, en fait, j'encadre des équipes qui font de la data. Il y a plein d'équipes différentes. Ok. C'est quel type de données, toi, avec lesquelles tu travailles au quotidien ? Les données, ça peut être autour de la disponibilité des produits sur nos clients, savoir combien de clients viennent chez nous, est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, plutôt des jeunes, est-ce qu'ils viennent en famille. Donc nous, notre objectif, c'est d'analyser toutes les données de l'entreprise. Ok, ah waouh, c'est un gros chantier. C'est un gros chantier, mais on est nombreux pour ça. Et moi, je me demande, est-ce que tu arrives par exemple à prédire, en analysant toutes ces données, ce qu'un consommateur va acheter ? Alors c'est l'objectif, on a des choses qui nous permettent de le prédire, c'est jamais possible de le faire très finement, mais essayer de prédire ce qu'un consommateur va acheter, pour nous ça nous permet de mieux anticiper les produits qu'on doit nous-mêmes avoir dans nos magasins, potentiellement anticiper des tendances. Donc imaginons si le dernier casque à la mode, on se dit que celui-ci, il faut qu'on l'ait dans notre magasin parce qu'on anticipe que peut-être un influenceur va le mettre en avant, et on cherche à l'avoir le plus possible. Et comment s'organisent tes journées ? Est-ce que tu as une journée type ? Alors moi, en tant que directeur data, on va dire qu'il n'y a pas de journée type. Mes journées, elles vont être soit organisées autour de projets, soit autour de la vie des équipes. Donc des projets, l'objectif ça va être par exemple de mettre en place une nouvelle intelligence artificielle, et autour de la vie d'équipe, ça peut être faire des points d'équipe, des points individuels avec les gens de mon équipe, voir si tout va bien, voir s'ils ont besoin d'aide. Ça va dépendre aussi des problèmes qu'on peut rencontrer dans la journée. On a un nouvel iPhone qui sort, on va devoir se concentrer sur cet iPhone pour faire en sorte qu'il soit disponible. Ça dépend tous les jours. Ok, donc si je comprends bien, tu as une double casquette, à la fois traiter, analyser la donnée et gérer tes équipes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et alors c'est quoi ton secret de manager ? Justement, d'être très naturel, très sincère et authentique, parfois peut-être même un peu bizarre. Moi, je trouve que le management, on a peut-être souvent l'idée d'un manager un peu austère, paternel, etc. Je pense que le manager, c'est quelqu'un qui doit créer la cohésion, qui doit être avec l'équipe, motiver les gens. Et pour ça, c'est hyper important aussi d'aimer les gens, d'aimer la vie. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On va parler un petit peu de ton parcours et de ta formation. Donc toi, quelles études as-tu faites ? Donc moi, j'ai fait un parcours assez classique, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa pour des écoles de commerce. Ensuite, j'ai fait une école de commerce avec un double diplôme. Ça peut paraître un peu costaud comme ça, mais il y a pas mal d'options pour travailler dans la data. Et c'est ça qui fait la beauté de ce métier. Parce qu'en fait, la data, on peut penser que c'est un métier très technique, mais en fait, il y a plein de facettes. Il y a aussi des facettes plus qu'on appelle fonctionnelles. Le fait de comprendre, comme je disais, le besoin métier, de discuter avec les gens, de s'intéresser à ce qu'ils font, ça nécessite pas de compétences très techniques. Et donc on peut avoir des parcours universitaires, on peut avoir des parcours plutôt école de commerce, et c'est ça qui fait la beauté de ce métier, c'est qu'on a des poids de corps, donc soit on va vouloir être plutôt fonctionnel, soit plutôt technique. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie alors de travailler dans la donnée ? Est-ce que t'étais déjà chez toi derrière ton ordinateur ? Enfin moi, c'est un peu l'image que j'en ai, à analyser des données. C'est assez marrant, mais c'est un métier que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Moi, j'avais un peu cette culture geek, on va dire, de Star Wars, et je me disais, ça serait quoi le monde de demain ? Et donc, quand on était il y a une dizaine d'années, on se disait pas que l'IA, ChatGPT allait être autant démocratisé, et on pourrait même se demander maintenant, qu'est-ce que serait dans 10 ans le monde de demain avec la data ? J'ai toujours pensé que la data pouvait avoir un impact, donc c'est ça qui m'a motivé à se faire ce métier. Et puis, en plus, en effet, il y a l'intelligence artificielle autour de ce qu'on appelle l'IA générative, c'est ChatGPT, etc., qui se lance encore plus, qui
crée des opportunités, qui crée des nouveaux métiers. Donc c'est sûr que c'est un métier qui est en constante évolution et c'est ça qui est intéressant, ça crée plein d'opportunités et peut-être que demain il y aura même des métiers qu'on n'a pas encore inventés. Ouais. Est-ce qu'on doit lui faire confiance à l'IA générative? Alors lui faire confiance, oui et non. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse lui faire confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA générative, c'est un outil qui va donner une réponse statistique. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'augmenter le fait que la réponse soit bonne. Okay. Et donc pour ça, on va l'aider à donner les meilleures probabilités, l'orienter un petit peu, l'entraîner et lui apporter les données que j'ai à. Nous, un de nos projets, ça va consister à essayer d'aider les gens à réparer leurs produits en autonomie. Donc pour ça, ils peuvent utiliser ChatGPT. Et donc dans le cadre de la réparation de produits, on apporte à ChatGPT, je résume, un petit peu nos informations et nos connaissances. Ok, parce qu'on parle beaucoup d'IA depuis tout à l'heure, effectivement, qui à mon avis est un gros challenge dans ton métier. Quels sont les autres défis que tu dois relever au quotidien? Alors les autres défis qu'on doit relever, c'est dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle direction, parce qu'on est une direction assez jeune en data. L'objectif, c'est de faire en sorte, comme les métiers évoluent constamment, c'est d'accompagner l'évolution de ces métiers, de faire en sorte que chaque personne dans l'équipe réussisse à bien travailler ensemble. Comme je l'ai indiqué, il y a des profils qui sont plus techniques, d'autres plus fonctionnels. L'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde réussisse à bien travailler ensemble et d'accompagner l'entreprise avec toutes ces nouveautés, se dire qu'est-ce que serait le monde de demain grâce à la data, et donc de l'accompagner. Ok, on va parler un petit peu de comment s'organise ton travail. Déjà, pour commencer, quels sont tes horaires? Alors moi, mes horaires, ça va dépendre un petit peu des actualités du jour. Okay. On va dire que globalement, c'est du 9h-19h. Après, j'ai un poste qui fait que on peut faire des horaires un peu plus longs de temps en temps, mais c'est normal. Et puis surtout, moi, je fais ça par passion. Il y a quelque chose qui est assez important dans la data, c'est cette capacité de se remettre toujours en question. Parce qu'une pratique qu'on a fait en début d'année, surtout sur l'IA générative, peut être différente 3 mois après. Et moi, je me demande quelle est la donnée la plus surprenante que tu aies eu à analyser? Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour la CMA-CGM. C'est un transporteur maritime. Ça analyse tout ce qui se passe dans les conteneurs. Moi, j'aimais bien regarder qu'est-ce qu'il y avait justement dans les conteneurs en me disant c'est bizarre ce produit, je suis pas sûr que ce soit vraiment celui-ci. Mais bon, on peut pas savoir. Hein. Nous, on voit que des informations. Ouais. Et donc, des fois, j'aime bien un peu voir ces données, de se dire qu'est-ce que c'est concrètement. Et c'est ça la beauté du métier, c'est de se dire qu'en fait, une donnée traduit quelque chose de physique. On avait une adresse dans un pays hors Union européenne où l'adresse était indiquée, c'est derrière le café de Gladys. Okay. Donc nous, en termes de data, quand on doit dire bon bah je vais te livrer ton colis derrière le café de Gladys, c'est un peu suspect. On se demande où est-ce qu'on doit aller. C'est pas, on connaît pas Gladys. Et est-ce que tu peux aussi nous donner une fourchette de salaire, par exemple pour un débutant qui arriverait dans la data et qui éventuellement évoluerait vers ton poste? Ouais, bien sûr. Quand on démarre, nous on parle souvent quand même d'un salaire annuel, etc. Mais pour que ce soit parlant, donc on a en fonction des métiers une palette qui peut démarrer à 2000, 2500 et puis ça peut monter très 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 haut. Hein. Quand je dis très très haut, on peut être peut-être probablement pour la personne qui a travaillé sur cet algorithme de Tinder sur plus de 30 000 euros par mois. Wow. En tout cas, pour des métiers comme le mien, on peut avoir entre 2500 et je pense 10 000 euros par mois. Ah oui, ok. La fourchette peut être assez large, il faut être bon en négociation. Ok, mais donc si un collégien arrive avec un algorithme super puissant, là il est un peu le roi. Exactement. Et d'ailleurs, je rencontre souvent des collégiens et je leur dis qu'en fait, on le dit souvent, qu'on est dans un monde d'opportunités comme jamais maintenant. Ouais. Parce que grâce à TikTok, grâce à ChatGPT, les collégiens peuvent déjà dès maintenant se renseigner sur comment faire et créer leur propre chose, créer leur algorithme d'intelligence artificielle. Justement, je disais tout à l'heure que le soir, j'aimais bien rentrer et regarder du TikTok ou du Twitch pour voir comment les gens font. Et c'est pas si compliqué de se lancer. Il faut juste être motivé, passionné. Et puis, on peut déjà faire des choses très intéressantes. Toi, t'as déjà créé un algorithme ou quelque chose avec l'IA? Alors moi, j'ai jamais créé. Peut-être un jour, j'aimerais bien. C'est plutôt mes équipes qui travaillent sur le sujet. Mais comme je l'ai indiqué, on essaye notamment de travailler sur la réparation des produits, la seconde vie, la seconde main, tout le reconditionné chez Projet, c'est un sujet qui est important pour nous. Donc on travaille notamment en ce moment sur des algorithmes qui aident les gens à réparer leurs produits.
Ok. Et toi qui fais un métier quand même relativement technique autour de la data, est-ce que tu dois souvent expliquer ton métier à des gens qui comprennent rien? Alors oui, je dois souvent l'expliquer. Du coup, je prends des exemples assez faciles à comprendre en me disant par exemple que notre objectif, c'est de faire en sorte que les produits soient disponibles en magasin. Pour faire en sorte qu'ils soient disponibles, il faut qu'on sache où ils ne sont pas disponibles, comment les rendre disponibles. Et pour ça, on doit analyser plein d'informations différentes. On doit savoir si c'est le fournisseur qui nous avait pas donné le produit. On doit savoir s'il y a eu trop de ventes. Donc on essaye de prendre des exemples assez faciles. En tout cas, je pense que c'est des métiers qui restent quand même vraiment accessibles au plus grand nombre. Il faut pas en avoir peur. C'est vraiment accessible. Je pense qu'il y a vraiment un terrain d'expression qui est vraiment agréable dans ces métiers. Et d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, j'ai beaucoup de personnes dans mes équipes qui ont découvert le métier après avoir commencé à travailler. Des métiers, des personnes qui étaient archéologues, agriculteurs et qui se disent mais finalement c'est un métier qui a l'air vraiment intéressant. Et alors dernière question, si la data était un super pouvoir, ce serait lequel? On en a un peu parlé tout à l'heure, peut-être le fait de prédire l'avenir, étant donné que notre objectif c'est de prédire des situations pour les anticiper. On peut même dire que prédire la météo c'est une forme d'intelligence artificielle. Ok, ouais. Donc finalement on prédit un peu l'avenir. Et très bien, merci Quentin pour ton intervention, c'était super intéressant. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi et moi je vais continuer la visite. Bonjour Osman, c'est toi que je retrouve maintenant. Bonjour. Toi tu es directeur de magasin, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste au quotidien? Alors c'est un métier assez riche, directeur de magasin. On va dire que je suis garant de plusieurs choses, que mes clients repartent heureux, satisfaits et avec les bons produits. Garant que les collaborateurs, quand ils viennent le matin et qu'ils repartent le soir, ils passent une journée chouette, qu'ils soient heureux, exactement. Aussi la finalité de tout ça, c'est être garant des bons résultats de mon magasin. Parce que être directeur de magasin, c'est aussi avoir la responsabilité, je vais pas dire économique, mais c'est faire en sorte qu'on gagne de l'argent au final. Donc tu dirais que tu as une grande autonomie dans ce travail, c'est ça? Ouais, beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire que je suis le capitaine de mon navire en magasin. Ok. Après, comme dans un navire, il y a plein de gens qui m'épaulent, qui m'aident et qui font en sorte que la mission soit beaucoup plus facile tous les jours. Et tu gères une équipe de combien de personnes actuellement? Sur le magasin de Lille, on va être une vingtaine de personnes. Quand on gère une équipe de 20 personnes, comment tu fais toi en coup? C'est quoi ton petit secret? Je suis moi-même le plus souvent possible, c'est-à-dire que parfois on est directeur de magasin, donc on dit c'est le directeur, c'est le patron. Mais je pense que moi, ma facilité, c'est d'être moi-même, c'est-à-dire qu'ils ont affaire tous les jours à Haussmann. Ils me connaissent en tant que personne, en tant que directeur, et c'est souvent la même personne. Donc je pense que mon secret, c'est d'être facile à lire pour les équipes. D'être proche de tes équipes, quoi. En résumé, mon secret, c'est d'être moi-même dans ma fonction. Très bien. Et alors, tu dirais que ce sont les clients ou bien les équipes les plus difficiles à gérer? Ça va dépendre de la situation. Je vais commencer par les clients, qui sont simples à gérer, mais vous voyez, quand on a une problématique qui est prioritaire, par exemple, tiens, j'ai plus de frigo à la maison. C'est un problème qui est important, c'est un problème qui est urgent. Et quand j'arrive en magasin, c'est mon problème, donc c'est le plus urgent de la terre et j'ai besoin d'avoir une solution. Ouais. Et c'est dans ces moments-là, quand on n'a pas forcément la solution que toi t'as envie d'entendre, c'est difficile parfois d'apporter la bonne réponse au client. C'est-à-dire, je vous l'aurai demain, par exemple. Et non, c'est pas demain dont j'en ai besoin, c'est maintenant. Comment je vais faire? J'ai un enfant bas âge. Et ensuite, pour les collaborateurs, c'est parfois difficile à gérer parce que chaque collaborateur a une vie et quand ils viennent tous les jours au magasin, parfois les problématiques, ils les laissent pas au pas de la porte, donc ils rentrent avec. Donc c'est être aussi attentif à des petits signaux, se dire tiens, j'ai dit bonjour, il m'a pas trop répondu, il a pas trop le sourire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et moi, un client, pour ne pas avoir cette situation-là d'apporter la mauvaise réponse, il faut que mon collaborateur se sente bien et soit dans les plus bonnes dispositions. Donc je te dirais que c'est peut-être le collaborateur qui est plus compliqué à gérer finalement. Ok. Et donc si je comprends bien, donc toi t'as une partie donc où t'es au bureau et une partie où t'es en magasin. Donc tu préfères quoi, être au bureau ou sur le terrain? Je vais dire j'aime les deux. Après j'aime être sur le terrain et c'est hyper parlant en magasin parce que c'est hyper opérationnel. Donc c'est chouette parce que je vais avoir la réalité de ce qui se passe. Mais c'est important d'être dans le bureau parce que c'est des moments où tu peux à un moment donné souffler, te poser, analyser à tête reposée et comprendre parfois une réalité du terrain. Et on va parler un petit peu maintenant de ton parcours et de ta formation. Alors toi déjà, quelles études as-tu fait? Alors, j'ai un long parcours et en plus qui m'a pas du tout destiné à m'amener là où je suis. DUT génie industriel maintenance, j'ai travaillé dans l'industrie. Ouais, avant t'avais fait un bac... Avant j'avais fait un bac professionnel. Donc je suis vraiment issu d'un cursus professionnel pro, BEP,
bac professionnel en maintenance. Et ensuite, je partais en DUT génie industriel maintenance. Et sorti de ça, j'ai travaillé dans le monde de l'industrie. Super beau métier, hyper apprenant. Et je me suis projeté, j'avais 22, 23 ans à l'époque. Et je me suis dit, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que je me vois, on appelle les 3-8, une semaine matin, une semaine après-midi, une semaine nuit. Et ça m'est arrivé parfois le vendredi soir d'être avec des amis. Et puis on faisait un barbecue. Et moi, à 21h, je devais me barrer pour aller au travail. Et du coup, je travaillais que 6h du matin. Et quand je me suis projeté, je me suis dit, vie de famille, vie de couple, j'ai eu du mal à me voir faire ce métier-là. Donc je me suis, on va dire, réorienté et j'ai fait une alternance avec Auchan. À l'issue de cette alternance de 1 an en tant que conseiller service, je suis arrivé dans une filiale. Je décrochais le téléphone toute la journée en tant que chargé de clientèle. Tu répondais aux appels. C'est ça. Ok, ça marche. J'ai fait ça pendant plusieurs années avant de passer formateur, toujours dans ce milieu-là, de former des conseillers clients. Ensuite, je suis passé manager. Donc, j'avais ma première équipe. Je devais avoir 24-25 ans, donc j'avais la responsabilité de plusieurs personnes et de faire en sorte que, pareil, tu vois, comme dans mon métier de directeur de magasin, qu'ils se sentent bien, que les clients se sentent bien quand on décroche. Et j'ai fait ça pendant 5 ans et ensuite, je suis passé directeur de cette activité-là. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgarisement un plateau d'appel. Et quand je suis arrivé, on était une vingtaine de personnes. Et du coup, en tant que directeur d'activité, ça s'appelait, j'avais la gestion de 200 collaborateurs. Une vraie équipe et des vrais capitaines pour m'épauler. Ensuite, j'ai décidé de partir en magasin. Et là, j'ai intégré justement qui fait partie du groupe. Et j'ai fait 2 magasins, dont Anglo, qui est le plus gros magasin de la région Nord. Donc j'ai fait Anglo pendant 1 an sur toute la partie multimédia. Donc, mon rôle, c'était d'encadrer les vendeurs et d'être sur le terrain avec les clients. Et ensuite, je suis parti au magasin de Fâche-Tuminil, qui est pas très loin d'ici, en tant que responsable service client, ça s'appelle. Et là, tu vois, quand je te disais back-office tout au début, j'encadrais ces équipes-là. Donc les équipes qui sont en caisse, qui sont au service après-vente et qui sont en réserve. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et directeur de magasin, c'est un peu un mélange des deux. Poste actuel, T'es aussi garant du commerce et t'es aussi garant, on va dire, du back-office. Et donc, du coup, quand t'es directeur, c'est chouette d'avoir cette double lecture pour comprendre des problématiques. Tu viens dans mon bureau, tu me dis, Haussmann, ça va pas sur ça. Si j'avais fait de back-office, je vais rien comprendre. Mais j'en ai fait un petit peu, donc du coup, je vais te comprendre. Ça veut pas dire que je vais t'écouter, mais je vais te comprendre. Ok, et toi qui as plein de casquettes, alors là, tu dirais que t'es arrivé à ton poste préféré? Alors, c'est un poste que j'aime. Après, moi, j'ai un mode de fonctionnement où je vois tout comme des étapes. Je me dis, tout a du bon et tout a du moins bon. Dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai aimé pas mal de choses. Et sur le métier de directeur de magasin, ce que j'aime bien, c'est le côté autonomie. Tu vois, tu viens dans le magasin, c'est mon magasin, j'ai la liberté de se faire ce que je veux dedans. On me fait confiance et je peux faire en sorte que le quotidien soit chouette pour tout le monde. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et après, je veux dire, j'ai 37 ans, on verra bien pour la suite. Et alors, du coup, je me demande, quand tu es arrivé donc en tant que directeur de magasin, est-ce que tu as quand même reçu une petite formation de vente, de commerce? Bien sûr. Oui. Alors, même avant directeur de magasin, quand j'ai intégré le magasin, on m'a formé aux techniques de vente, on m'a formé à tous les outils, et il y en a beaucoup. Mais c'est comme ça, tu vois, t'es en autonomie le matin quand t'arrives, tu sais quoi faire, même s'il y a aucune journée qui se ressemble, mais à chaque situation, tu sais où regarder et comment l'utiliser. Et ensuite, vu que j'ai fait pendant 10 ans, tu vois, du téléphone, de la relation client à distance, on a la chance de déjà connaître beaucoup les clients, et en arrivant en magasin, c'est une facilité. Ok. On va parler un petit peu justement aussi de comment s'organiser ton travail. Déjà, quels sont tes horaires de travail? Alors, les horaires de travail, ça peut varier. On essaie de garder un équilibre pro-perso intéressant. Je suis généralement de journée. C'est-à-dire, j'arrive au magasin vers 9h, 9h30. Je repars, si je suis pas de fermeture, 18h, 18h30 en fonction. Et parfois, je suis d'ouverture. Donc, j'arrive, faut ouvrir pour qu'on réceptionne le camion et les produits. Et ça se passe à quelle heure? 8h. 8h. Donc, ça se passe à 8h et quand j'arrive à 8h, je repars en fin d'après-midi. Et le soir, fermeture, c'est à 19h30. Est-ce que tu peux aussi donner une fourchette de salaire? Oui, ça se compose déjà de 2 parties. Alors, il y a le salaire fixe, qui est plutôt chouette. Je te dirais 2500 € net, 2600 € net quand tu commences. Après, en fonction des années, tu prends plus parce que t'es plus solide dans le métier, t'es meilleur dans ce que tu fais au quotidien et donc du coup, tu loupes pas certains moments qui rapportent au magasin et donc du coup, on te reconnaît pour ça, donc on te paye mieux. Et ensuite, il y a la partie ce qu'on appelle variable. Donc c'est une prime. Alors semestrielle, c'est 2 fois par an et ça peut représenter 10, 20% en fonction de ton ancienneté, de ton salaire. Donc en net, si je devrais dire sur l'année, avec tes primes, tu peux facilement être à 3000 € net. Ok. Et ces primes, elles dépendent de quoi? Alors elles dépendent du résultat du magasin. Donc est-ce qu'au magasin il a fait du chiffre? Est-ce que tes clients ils ressortent satisfaits? Parce que tu vois, tu vas recevoir une enquête et tu vas appuyer sur 4 boutons rouge, orange, jaune et vert. Plus il y a de clients verts, plus la satisfaction est bonne et ça veut dire que
tes clients reviennent, ils continuent d'acheter. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ta prime. Et ensuite, c'est ce qui est en bas de tableau. C'est-à-dire, tu vois, je gagne 100 €, je me paye, je te paye, je paye les fournisseurs, je paye les produits. Et qu'est-ce qui reste en bas de tableau? Il reste, je dis une bêtise, 5 €. Donc, s'il reste 5 €, bah, t'as peut-être toi récupérer 20 centimes en prime. Mais tu vois, ça, à l'échelle, à l'année, c'est 8 millions. Donc, t'es pas millionnaire, hein. Mais ça permet de bien vivre, ça me permet d'acheter un beau setup, ça me permet de partir en vacances. Un setup de gaming. C'est ça. Et de m'offrir du confort. Si tu travailles, oui. Bien sûr. Tu vas travailler le samedi, tu vas travailler le dimanche. Donc t'as des jours de repos quand même. Bien sûr. Chaque semaine, j'ai le même jour de repos et c'est le mercredi que j'ai. Du coup, tu vois, c'est un jour qui est destiné à mon fils et moi. Ma femme travaille, donc du coup, c'est notre journée loisir avec des activités. Et du coup, chaque samedi, je travaille. Et le dimanche, je repos, sauf période de fin d'année, période de solde. J'imagine. Ouais. Tu dois courir un peu partout pendant les... Ouais, mais c'est pas de la fatigue qui est pénible. Ok, c'est une période que t'aimes plutôt bien. Oui, pour plein de choses. Parce que du coup, on n'a qu'un seul et même objectif à cette période-là. Dernière petite question. J'imagine qu'il doit bien y avoir une petite phrase que tu entends tout le temps au travail. C'est laquelle? Ça, c'est pas disponible ou ça, vous l'avez pas d'une autre couleur. Quand est-ce que je vais le recevoir? Merci, vous êtes super sympa. Vous me sauvez la vie et franchement, vous êtes hyper sympa. Okay. Et après, de la part des collaborateurs, ils me disent merci parce qu'ils ont peur. Il fait chaud, il fait froid. Haussmann, tu payes le repas ce midi. Ce week-end, c'est la braderie. Tu vas chercher le petit-déj. Ils me réclament tout le temps un truc. Ok, bon. Mais ils me disent quand même merci. Ouais, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble dans le même bâtiment. Et c'est un peu, tu vois. Il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. C'était super intéressant. Avec puis, plaisir. moi, je vais continuer la visite. Merci à toi. Bonjour Sonia. Bonjour. On finit par toi aujourd'hui. Donc toi, tu es chargée de recrutement, c'est ça? Exactement. Je suis chargée de recrutement. Et est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste alors? C'est de pouvoir offrir une bonne expérience à nos candidats, de recruter nos futurs talents pour pouvoir leur offrir par la suite des parcours en interne. Ok. Et alors, quels sont les profils que tu recherches toi? C'est quoi le besoin le plus important aujourd'hui chez vous? Aujourd'hui, vraiment, le focus, il va être sur le service client, ce qu'on peut apporter, nos conseils, pouvoir proposer des produits qui vont être adaptés. Donc vraiment sur nos magasins, on va recruter beaucoup de vendeurs, de conseillers service client et aussi des managers pour pouvoir les accompagner au quotidien. Et alors toi, comment tu fais pour recruter les gens? Aujourd'hui, il y a plusieurs sources pour pouvoir recruter les bons profils. On va déjà avoir un bon profil avec nos partenaires écoles, donc d'aller directement au niveau des écoles via le système de l'alternance. D'accord, ok. Pour pouvoir présenter nos métiers aux différents étudiants, leur donner envie aussi de rejoindre les métiers du commerce. Ouais. Après, on poste des annonces également et on fait ce qu'on va appeler de la chasse. Ok, donc très concrètement, ce que tu appelles la chasse, ça va être d'envoyer des messages à des gens, par exemple, sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, c'est ça? Exactement. T'as tout compris. Ok, très bien. Je vois très bien. Comment tu sais qu'un candidat est un bon candidat? Pour être un bon candidat, le but, c'est aussi d'aller au-delà de la compétence, simplement. Par exemple, on va pas regarder que le diplôme ou uniquement ses expériences précédentes. On va s'intéresser à sa manière d'être. Aujourd'hui, c'est important de tout ce qui va avoir attrait au savoir-être. Donc, le savoir-être, c'est vraiment le fait d'avoir une bonne posture professionnelle, par exemple l'entraide, le sens du collectif. Et d'être sympa aussi, en fait. D'être sympa, comme dans nos valeurs, trop simple et sympa. Et c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir se sentir déjà bien sur son poste et faire partie d'un grand collectif aujourd'hui. Donc, on va vraiment regarder les compétences, le potentiel qu'on peut retrouver chez un candidat et aussi sa posture. On recrute pas pour l'instant T, on regarde aussi ce qui pourra être demain chez nous. Ok, ça marche. Et on va parler un petit peu de toi, ton parcours, de ta formation, avant d'intégrer... Quelles sont tes études déjà? Du coup, moi j'ai fait un bac ES à l'époque. Après, je savais pas forcément très exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une licence très généraliste à l'université, donc en économie et sciences du management. Ok, très bien. Et en troisième année, je me suis spécialisée en ressources humaines. J'ai eu la chance de pouvoir faire des alternances. C'était parfait parce que j'ai pu me professionnaliser, vraiment regarder si le métier me plaisait réellement. Toujours en ressources humaines. Okay. C'était vraiment mes premiers passages en RH. Donc ça m'a permis d'avoir toute une base théorique et également avoir une mise en pratique au niveau de l'entreprise. Ouais. J'ai fait ma licence et j'ai également fait mon master, toujours en ressources humaines, principalement dans le recrutement, en alternance au sein de l'IAE de Lille. Et alors, qu'est-ce qui t'a attiré chez vous? L'envie de proposer les bons produits aux personnes et d'avoir un socle de valeurs qui nous permet aujourd'hui d'avancer ensemble. Et c'est aussi une entreprise qui va toujours tester de nouvelles choses. Ouais. Donc on a ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Donc quand on a une idée, tout le monde est entendu, qu'on soit stagiaire, qu'on soit en alternance, en CDD, en CDI, qu'on soit jeune, moins jeune. Ça c'était vraiment une chose qui m'avait attirée et qui comptait beaucoup pour moi. Ok.
C'est vrai que c'est une grosse entreprise. Est-ce que vous avez des petits avantages quand même? Des réductions au niveau de nos produits. Donc quand on emménage ou quand on veut faire plaisir à des membres de notre famille, ça fait vraiment du bien de pouvoir offrir aussi des produits technologiques et de qualité. Donc toi, tu es arrivée dans l'entreprise il n'y a pas très longtemps, c'est ça? C'est ça, je suis arrivée récemment au sein de l'entreprise. J'ai donc en CDI, je suis arrivée en avril et du coup j'ai pu avoir une belle intégration, aller directement en magasin pour découvrir les métiers, les comprendre et aussi pouvoir déjà créer du lien par les observations de poste. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment s'organise ton travail? Est-ce que tu as une journée type? Quels sont tes horaires aussi? Au niveau de mon métier, je suis assez flexible au niveau des horaires. En fait, je vais m'adapter par rapport aux disponibilités du candidat, mais si on doit parler d'une journée type, je vais dire un peu comme tout le monde qu'il n'y en a pas réellement et que ça dépend aujourd'hui vu que j'ai un métier qui est vraiment en lien avec l'humain. Et on va dire que j'arrive environ à 9h. Je vais vérifier les nouveautés, les mails, parce que le but est de pouvoir garder un lien avec les différents magasins. Ensuite, j'ai toute une partie vraiment où je vais avoir des entretiens. Donc, c'est la partie préférée. C'est la partie où je vais pouvoir échanger avec les candidats, découvrir leur parcours. Après, bien évidemment, il y a la pause déj, toujours en collectif avec mes collègues. Vous déjeunez ici parfois? Oui, on peut déjeuner. On a la chance d'avoir des beaux locaux. Après, on a souvent des réunions parce que le but, c'est de sortir du quotidien et du fait de faire des entretiens ou du tri de CV, de pouvoir réfléchir à différents projets, savoir comment on peut accompagner au mieux nos managers qui recrutent directement, quelle expérience on peut offrir à nos candidats. Donc, il y a toute une autre partie avec le tri de CV, pouvoir rédiger aussi les comptes rendus. Ensuite, je fais un point avec les managers pour lesquels je recrute, pour leur parler de leurs besoins en recrutement, savoir quel profil ils cherchent de manière idéale, aussi leur présenter des profils qui pourraient être adaptés aujourd'hui aux besoins. Donc toi, tu es la personne vraiment qui connaît tous les postes chez en fait. On peut dire que j'ai un vernis sur un peu tous les postes. Et du coup, alors comment ça se passe très concrètement? C'est le manager qui vient te voir en te disant bah voilà, j'ai tel besoin de profil, ou alors c'est toi qui vas le voir en lui disant ah tiens, j'ai repéré telle personne. On fait des points réguliers avec les responsables RH, qu'elles sont en gestion de direction ou d'un périmètre de magasin. Le but c'est qu'elles puissent nous mettre en anticipation des différents besoins. Souvent c'est pour des bonnes nouvelles. On va nous dire par exemple qu'un tel va évoluer sur un nouveau poste et qu'on cherche à le remplacer. Le but c'est d'être en anticipation. Ou sinon, c'est par rapport à un manager qui va directement venir me voir en m'exprimant son besoin de recrutement. Donc à ce moment-là, je prends ce qu'on appelle un brief. Au niveau du brief, on va vraiment aborder les questions liées à la compétence, le contexte de l'équipe, ce qu'ils cherchent idéalement et ce qui pourrait créer le coup de cœur auprès des candidats. Une fois que j'ai tout ça, le meilleur moyen de diffuser cette offre est de la communiquer auprès du marché. Ok. Alors quel est le recrutement dont tu es le plus fier? Ou là, tu t'es dit ah c'est quand même. C'était pour une région. On a recruté donc un manager, un encadrant. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, ça fait déjà 3 mois qu'il est chez nous. Donc, il a validé sa période d'essai et les équipes sont ravies de l'avoir en tant que manager. Et c'est les éléments qui... c'est grâce à toi. C'est pas que grâce à moi. Mais en tout cas, moi, je suis contente d'avoir pu offrir une opportunité à ce candidat d'intégrer l'entreprise et qui se sente bien aujourd'hui sur son poste. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un candidat qui voudrait faire du recrutement ou être à ton poste? Pour faire du recrutement, déjà, il faut pas avoir peur d'avoir un bon relationnel. Le relationnel, ça va vraiment être important parce qu'on va être en lien avec énormément de personnes. Dans l'empathie, parce qu'il faut savoir se mettre à la place de nos candidats, à la place du manager. Et le manager, il a un besoin en recrutement. Et le candidat, c'est pas évident d'être candidat, d'être en recherche, de trouver le bon poste. Donc, il faut avoir une grande part d'empathie. Il faut de la rigueur, de l'organisation, bien évidemment, parce qu'on va être amené à gérer plusieurs choses en simultané. Et surtout, je pense qu'il faut avoir un côté humain important aujourd'hui. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir non plus. C'est toujours nuancé. Et on a des candidats parfois qui ont décidé de quitter un poste. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de comprendre qu'aujourd'hui, il a quitté le poste et que nous, on peut lui apporter peut-être la prochaine étape dans son parcours. Ok, donc c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, tu vas l'accueillir comme les autres en fait. Exactement. En plus, c'est des profils que j'affectionne tout particulièrement. Et alors, dernière petite chose, est-ce que tu peux me donner une fourchette de salaire à ton poste actuel? Mensuellement, je touche 2400 € net. Ouais, ok. Et à côté de ça, j'ai tous les variables de l'entreprise, donc la prime d'intéressement, la prime de participation, les à côté qui viennent aussi s'ajouter. En gros, qui s'ajoutent si l'entreprise va bien. Plus l'entreprise va bien, plus je vais bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Et puis moi, je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite. C'est ce que c'est déjà fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a beaucoup plu. Nous, en tout cas, beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Insta et LinkedIn. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine visite. Bye. Et moi, je vais continuer la visite. Non, je me fais pas. Making off. Ouais, c'est bon? T'as tout? Ah, ok. Mince. Ok, super. Ouais, c'est bon, on a tout? Hop.